Chers collègues, je prends la parole pour parler du projet de loi S-201 sur l'âge de voter. En tant que critique de l'opposition, le débat a été ajourné au nom du sénateur Dean. Bien entendu, il peut l'ajourner à nouveau en son nom s'il le veut. Il pourra le décider. Le 23 octobre 1969, le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau a abaissé l'âge de voter de 21 à 18 ans. Et bien que ce changement ait été effectué avec peu de consultations publiques, il a été largement accepté comme la bonne décision. De nombreux facteurs ont contribué à la facilité avec laquelle ce changement est effectué. Tout d'abord, plus de 700 000 militaires âgés de moins de 21 ans étaient déjà autorisés à voter en raison de leur service militaire. De plus, de nombreuses provinces s'étaient engagées dans cette voie depuis un certain temps. L'Alberta a abaissé l'âge du droit de vote à 19 ans en 1944. La Saskatchewan avait ramené le sien à 18 ans en 1945. La Colombie-Britannique a emboîté le pas, abaissant son âge à 19 ans en 1952, suivi du Québec, de l'île du Prince-Édouard et du Manitoba, qui ont tous ramené l'âge du vote à 18 ans. Lorsque le gouvernement fédéral a modifié l'âge général du droit de vote, l'idée était loin d'être radicale. Mais alors qu'il a fallu plus de 100 ans pour que l'âge général du droit de vote passe de 21 à 18 ans, il a fallu moins de deux décennies pour qu'une pression soit exercée en faveur d'un abaissement complet important de l'âge du vote à 16 ans. On ne sait pas exactement ce qui a motivé les efforts visant à réduire l'âge du droit de vote à 16 ans, mais entre 1969 et 1989, une évolution importante s'est produite au Canada. Nous avions maintenant une Charte des droits et libertés. La Charte avait donné à tous citoyens du Canada le droit de voter à une élection. Cela signifie que, comme l'explique le rapport de 1991 de la Commission royale sur la réforme électorale, la Charte a déplacé le fardeau de l'argument de « Pourquoi devrions-nous changer l'âge du droit de vote » à « Pourquoi ne devrions-nous pas le faire ?» En 1969, il fallait justifier l'extension du droit de vote. Mais maintenant, comme le rapport l'a fait remarquer en 1991, il fallait justifier la restriction du droit de vote. Puisque chaque Canadien avait maintenant le droit de vote garanti par la Charte, la situation était inversée. La Commission royale sur la réforme électorale, connue sous le nom de Commission Lortie, a été la première à s'attaquer à la question. Pourquoi 18 et pas 16? Selon la Commission, lorsque le gouvernement a abaissé l'âge du droit de vote de 21 à 18 ans, 3 éléments ont été pris en compte. La première question était de savoir dans quelle mesure les personnes à émanciper étaient concernées par la gouvernance de la société. Deuxièmement, la mesure dans laquelle on peut s'attendre à ce qu'ils exercent un vote mûr et informé. Et troisièmement, leur niveau de participation aux activités de citoyenneté. La Commission a ensuite appliqué ces mêmes critères à l'idée d'abaisser encore l'âge du droit de vote de 18 à 16 ans. En ce qui concerne le premier critère, à savoir la mesure dans laquelle les jeunes de 16 ans participent à la gouvernance de la société, la Commission a déclaré ce qui suit. La nature et l'étendue des responsabilités adultes confiées aux moins de 18 ans sont considérables. En 1990, par exemple, près de 50 des 700 000 jeunes de 16 à 17 ans au Canada faisaient partie de la population active. Près de 50 des jeunes de 16 ans ont rempli des déclarations de revenus. Des droits et des responsabilités sont également conférés aux jeunes de 16 ans en vertu des lois provinciales sur la politique sociale et de l'emploi. La possibilité d'obtenir un permis de conduire en est un exemple. En ce qui concerne le deuxième critère, la mesure dans laquelle on peut attendre des jeunes de 16 et 17 ans qu'ils exercent un vote mûr et éclairé, ils ont noté que, à l'âge de 15 ou 16 ans, la plupart des jeunes ont acquis une vision du monde social et politique qui n'est pas très différente des perceptions
de la compréhension des adultes. De plus, bien que la quantité et la profondeur de l'éducation civique varient d'une province à l'autre et à l'intérieur d'une même province, des cours sont maintenant généralement offerts dans les écoles secondaires du pays. De plus, comme le reste de la population, les jeunes d'aujourd'hui disposent de plus de sources d'informations sur les affaires courantes qu'il y a seulement 2 décennies. Ainsi, en termes de compétences politiques, 16 ans pourrait être un âge tout aussi défendable que 18 ans. Et sur le 3e critère, le niveau de participation des jeunes de 16 et 17 ans aux activités de citoyenneté, ils ont noté ce qui suit. Le 3e critère, la citoyenneté responsable, soulève la question de savoir si les jeunes agissent généralement de manière responsable lorsqu'ils participent aux affaires publiques. Rien ne permet de penser qu'ils agissent autrement. Les recherches sur leur attitude politique indiquent qu'ils ont tendance à être moins cyniques à l'égard du processus politique et qu'ils sont plus susceptibles que les personnes plus âgées d'avoir un sentiment d'efficacité politique, un sentiment que la participation au processus politique est significative et utile. Et pourtant, chers collègues, même après avoir reconnu ces qualités positives des jeunes de 16 et 17 ans, la Commission est quand même arrivée à la conclusion suivante. Ces arguments en faveur de l'abaissement de l'âge de vote à 16 ans constituent le meilleur argument en faveur de cette proposition, mais ils ne sont pas suffisamment convaincants. En fin de compte, toute décision sur l'âge du vote implique le jugement d'une société sur le moment où les individus atteignent la maturité en tant que citoyens. En vertu de la plupart des lois, une personne n'est pas considérée comme un adulte avant l'âge de 18 ans. Par exemple, une personne de moins de 18 ans n'est pas un adulte aux fins des procédures criminelles, à moins qu'une demande spéciale ne soit faite en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants. En outre, un mineur doit obtenir le consentement de ses parents pour de nombreuses décisions importantes, notamment pour demander la citoyenneté, se marier et subir certaines interventions médicales. Comme cela a été exprimé à de nombreuses reprises lors de nos audiences, la conviction reste forte que le moment n'est pas venu d'abaisser l'âge du droit de vote. L'argument principal de la Commission était que, même si les 3 critères semblaient avoir été atteints, il y avait une considération primordiale. Quand les individus atteignent-ils la maturité en tant que citoyens? La Commission n'a pas apporté de réponse définitive à cette question, mais a plutôt reconnu qu'il n'y avait pas de consensus à ce moment-là pour abaisser davantage l'âge du droit de vote. 10 ans plus tard, en 2001, la question de savoir si les jeunes de 16 et 17 ans devraient être autorisés à voter a été portée devant les tribunaux par 2 Albertaines de 16 ans. Dans l'affaire Fitzgerald, c'est Alberta, Erin Fitzgerald et Christine Jerem-Singh ont contesté la constitutionnalité de la restriction d'âge. Il ne s'agissait pas de la première contestation du droit de vote en vertu de la Charte, mais c'était la première qui visait à déterminer si les limites d'âge imposées par la loi contrevenaient aux droits des Canadiens. Dans sa décision, le juge Lefsrud a convenu que avec les requérants que la restriction de l'âge pour voter violait leurs droits en vertu de l'article 3 de la Charte. L'article 3 stipule que tout citoyen canadien a le droit de voter lors d'une élection des membres de la Chambre des communes ou d'une assemblée législative et d'être qualifié pour en être membre. De plus, comme l'a souligné le juge Lefsrud, si tout citoyen a le droit de voter, alors une loi qui limite ce droit aux personnes de 18 ans ou plus constitue une violation de ce droit garanti par la Charte. Il ne s'agit pas seulement d'une violation des droits garantis par la Charte aux jeunes de 16 et 17 ans, mais à tous les citoyens canadiens de moins de 18 ans. Le juge Lefsrud a également conclu que la limite d'âge pour voter violait les droits des requérants en vertu de l'article 15.1 de la Charte qui se lit comme suit.
Tous les individus sont égaux devant la loi et ont droit à la même protection et aux mêmes bénéfices de la loi, sans discrimination, et en particulier sans discrimination fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou l'handicap mental ou physique. Ceux qui affirment que le fait de ne pas permettre aux jeunes de 16 ans de voter viole les droits que leur confirme la Charte ont raison. Sur ce point, il n'y a pas de débat. Cependant, comme de nombreux Canadiens l'ont appris pendant la pandémie, les droits garantis par la Charte ne sont pas absolus. Ils sont assujettis aux limites raisonnables prescrites par la loi dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Dans ses délibérations dans l'affaire Fitzgerald, le juge Lefstrid avait l'avantage des décisions rendues dans des affaires antérieures, contestant les limites imposées par la loi au droit de vote. Ces limitations avaient déjà été mises à l'épreuve par les tribunaux, notamment dans l'affaire Sauvé contre le Canada, directeur général des élections, en 2002, lorsque la Cour suprême du Canada a invalidé les interdictions du droit de vote des prisonniers. Dans l'affaire Sauvé contre le Canada, le juge en chef McLaughlin a noté ce qui suit. Les auteurs de la Charte ont signalé l'importance particulière du droit de vote, non seulement par son libellé large et sans limite, mais aussi en l'exemptant de toute dérogation législative en vertu de la clause non-obstant de l'article 33. Le juge en chef a poursuivi en disant que les droits garantis par la Charte ne sont pas une question de privilège ou de mérite, mais une fonction de l'appartenance à la politique canadienne qui ne peut être mise de côté à la légère. Cela est manifestement vrai du droit de vote, pierre angulaire de la démocratie, exempt de l'incursion permise sur d'autres droits par la dérogation de l'article 33. La Cour a souligné que non seulement le droit de vote est protégé par la Charte, mais que le libellé de ce droit est intentionnellement et exceptionnellement fort et qu'il ne peut être annulé par les gouvernements qui choisissent d'utiliser la clause non-obstant. Comme vous le savez, la clause dérogatoire permet au gouvernement de passer outre à la Charte des droits dans divers domaines et a été utilisée à de nombreuses reprises au niveau provincial. Toutefois, elle ne peut être invoquée pour déroger au droit de vote. De plus, bien que la Cour s'en remette souvent à la volonté du Parlement dans ses délibérations, la juge en chef McLaughlin a fait remarquer qu'une telle retenue à l'égard du droit de vote n'était pas appropriée. Et je cite, « Bien qu'une posture de déférence judiciaire à l'égard des décisions législatives en matière de politique sociale puisse être appropriée dans certains cas, la législation en cause n'entre pas dans cette catégorie. Au contraire, c'est précisément lorsque les choix législatifs menacent de saper les fondements de la démocratie participative garantie par la Charte que les tribunaux doivent faire preuve de vigilance pour remplir leur devoir constitutionnel de protéger l'intégrité de ce système. Chers collègues, je signale ces éléments pour deux raisons. Tout d'abord, pour souligner que toute limitation du droit de vote n'est pas prise à la légère par nos tribunaux et ne devrait pas être prise à la légère par les parlementaires. Le droit de vote est, comme l'a déclaré le juge en chef, fondamental pour notre démocratie et la primauté du droit. Deuxièmement, ces faits sont importants pour notre examen du projet de loi S-201 parce qu'ils ont tous été pris en considération dans l'affaire Fitzgerald contre l'Alberta de 2002, lorsque la question de l'abaissement de l'âge de voter de 18 à 16 ans a été examinée pour la première fois par les tribunaux. Lorsqu'il a rendu sa décision dans l'affaire Fitzgerald, le juge Lefstrid avait entre les mains la décision de la juge en chef McLaughlin. La décision Sauvé contre Canada, directeur général des élections, avait été rendue 3 mois plus tôt, en octobre 2022.
Pourtant, même après avoir pris note de la décision de la Cour suprême, selon laquelle l'âge limite pour voter violait les droits des Canadiens de moins de 18 ans garantis par la Charte, et même après avoir souscrit aux observations de la juge en chef McLaughlin sur le caractère sacré et prioritaire du droit de vote, le juge Lefsrud a quand même conclu que la limitation du droit de vote aux personnes âgées de 18 ans et plus était justifiée en vertu de l'article 1 de la Charte. Chers collègues, la question évidente est de savoir pourquoi le juge est parvenu à cette décision et si son analyse est pertinente pour nos délibérations d'aujourd'hui. Sur ce point, il est intéressant de noter que ceux qui plaident aujourd'hui pour que les jeunes de 16 ans aient le droit de vote ne se sont pas éloignés des mêmes arguments que ceux avancés dans le rapport de la Commission Lortie en 1991 et dans l'affaire Fitzgerald en 2002. La sénatrice McFedrin a déclaré dans son discours que la maturité et la responsabilité sociale devraient jouer un rôle déterminant dans la décision d'autoriser quelqu'un à voter. Et je suis d'accord avec la sénatrice sur ce point. La Commission Lortie a fait le même constat en 1991 en déclarant « En définitive, toute décision sur l'âge du vote implique le jugement d'une société sur le moment où les individus atteignent la maturité en tant que citoyens. » Le juge Lefsrud s'est également fait l'écho de ce sentiment en déclarant « En fixant la limite à 18 ans, il est clair que l'objectif du législateur était de s'assurer, dans la mesure du possible, que les personnes ayant le droit de vote sont suffisamment matures pour prendre des décisions rationnelles et informées sur la personne qui devrait les représenter au gouvernement. » Chers collègues, de nombreux autres arguments ont été avancés pour expliquer pourquoi les jeunes de 16 ans devraient être autorisés à voter. Je dirais que la plupart d'entre eux ne sont tout simplement pas pertinents pour notre examen de cette question. Prenons par exemple l'argument qui nous a été présenté à plusieurs reprises selon lequel nous devrions réduire l'âge du droit de vote afin d'augmenter la participation électorale. Le même argument pourrait être avancé pour réduire l'âge du vote à 14, voire 12 ou 10 ans. L'augmentation du taux de participation électorale est un objectif louable, mais ce n'est pas un critère approprié pour décider d'abaisser l'âge du droit de vote. Si nous avons un problème de participation électorale, nous devrions nous attaquer aux causes profondes de ce problème et non pas simplement élargir les critères de vote pour gonfler le nombre de ceux qui se présentent le jour des élections. Un autre argument que nous entendons est que si nous autorisons les jeunes de 16 ans à voter, ils seront plus susceptibles de continuer à voter plus tard dans leur vie et s'intéresseront davantage à leur éducation civique. Encore une fois, c'est intéressant et l'engagement des électeurs est important. Mais le même argument pourrait être appliqué aux jeunes de 14 ans et probablement même à ceux de 10 ans. Je suis certain qu'en donnant aux jeunes de 14 ans le droit de vote, vous êtes plus susceptibles d'accroître l'attention d'au moins certains d'entre eux dans leur cours d'études sociales. Mais encore une fois, aussi louable que soit cet objectif, il n'est pas pertinent comme critère pour déterminer si l'âge du droit de vote doit être abaissé à 16 ans. Au cours du débat sur ce projet de loi, un sénateur a fait valoir que puisque nos jeunes sont éloquents, confiants et demandent à être inclus dans notre processus démocratique, ils devraient être autorisés à voter. J'applaudis l'éloquence, la confiance et l'empressement de nos jeunes, mais une fois de plus, je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il s'agit là d'un argument solide pour réduire l'âge de voter. J'ai vu des enfants de 4 ans éloquents et confiants sur YouTube, mais je doute que quiconque plaide pour qu'ils puissent voter. L'éloquence, la confiance et l'intérêt ne sont pas les paramètres que nous devrions utiliser pour déterminer qui devrait avoir le droit de vote. Ce que je veux dire, sénateur, c'est que nous devons être précis dans notre évaluation de l'opportunité d'abaisser l'âge du droit de vote. Il ne s'agit pas de savoir si nous accordons de l'importance à la voix et à l'engagement des jeunes, comme nous le faisons tous, et ça, je le sais. Il ne s'agit pas de savoir si nous les respectons et s'ils sont déjà des leaders à part entière.
Il ne s'agit pas de faire en sorte qu'ils se sentent bien ou qu'ils se sentent inclus ou toute autre mesure émotionnelle. Cette décision tourne autour de la question de maturité. Comme je l'ai noté précédemment, le juge Lefstrid a été clair sur ce point, déclarant que l'objectif de l'exigence relative à l'âge est clair si l'on considère qu'en l'absence d'une exigence relative à l'âge, les bébés répondant aux exigences en matière de citoyenneté et de résidence auraient le droit de voter. En fixant la limite à 18 ans, il est clair que l'objectif du législateur était de s'assurer, dans la mesure du possible, que les personnes ayant le droit de vote sont suffisamment matures pour prendre des décisions rationnelles et informées sur la personne qui devrait les représenter au gouvernement. Un électorat rationnel et informé est essentiel à l'intégrité du processus électoral, dont le maintien est toujours une préoccupation urgente et importante dans toute société qui prétend fonctionner conformément aux principes d'une société libre et démocratique. Le juge Lefstrid a conclu en disant « J'estime que l'objectif du gouvernement, qui consiste à garantir, dans la mesure du possible, que les personnes habilitées à voter auront la maturité suffisante pour prendre des décisions de vote rationnelles et éclairées, est urgent et substantiel. » Donc, si l'on comprend que la restriction de l'âge porte atteinte aux droits garantis par la Charte et que l'objectif de cette atteinte est d'assurer une population électorale suffisamment mature, la question suivante est de savoir si le fait de fixer l'âge à 18 ans plutôt qu'à 16, 17 ou un autre âge porte atteinte au droit de vote et au droit à l'égalité de la matière la plus raisonnable possible, pour citer le juge Lefstrid. C'est là le cœur de la question qui nous occupe dans cette enceinte. Les jeunes de 16 ans sont-ils assez mûrs pour prendre des décisions rationnelles et informées sur qui devrait les représenter au gouvernement? Chers collègues, je concède que, comme l'a noté la commission Lortie en 1991, la question est quelque peu arbitraire, ce qui rend difficile tout dogmatisme d'un côté ou de l'autre du débat. Comment définir la maturité? Et comment aborder le fait que dans chaque tranche d'âge, il y aura un large éventail de maturité? Ces questions sont examinées par les universitaires depuis des années. Dans son long article publié en 2012 dans la Brooklyn Law Review, la professeure Vivian Hamilton, qui milite pour l'abaissement de l'âge du droit de vote à 16 ans, note qu'il n'existe aucune conception de principe de la compétence électorale. Le professeur Hamilton a expliqué, comme d'autres avant elle, comment l'âge est devenu un proxy imparfait de la compétence. Elle a écrit « C'est le manque de compétences des jeunes qui doit justifier leur exclusion électorale. Il est incontestable que les nouveau-nés n'ont pas cette compétence ou que la personne type l'acquiert à un moment donné au cours de son développement. L'âge et le développement cognitif sont corrélés de manière prévisible. Il existe donc un élément temporel dans l'acquisition de la compétence électorale pour lequel l'âge est sans doute l'indicateur le plus raisonnable. De plus, l'impossibilité de généraliser les évaluations des compétences individuelles rend raisonnable une qualification fondée sur l'âge. La qualification de l'âge de voter contribue donc à garantir que les électeurs satisfont aux critères de compétence électorale, ce qui implique que la compétence électorale reste cependant mal définie, même parmi les experts du vote. Cela pose des problèmes importants à ceux qui tentent de modifier l'âge du droit de vote. En l'absence de critères clairs permettant de définir et de mesurer la maturité, il est tout simplement difficile de justifier un nouvel abaissement de l'âge du droit de vote. C'est peut-être la raison pour laquelle au moins 15 projets de loi visant à abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans ont été présentés au Parlement depuis 1998 et aucun n'a dépassé le stade de la commission du comité dans la Chambre d'origine.
Si vous demandez à une personne moyenne dans la rue si les jeunes de 16 ans devraient voter, vous obtiendrez des réponses très diverses. Je ne dispose pas d'une étude officielle pour étayer cette affirmation, mais je soupçonne que pour la plupart des gens, leur réponse serait fondée sur l'impression qu'ils ont des jeunes de 16 ans qu'ils connaissent personnellement. Les jeunes eux-mêmes sont divisés sur la question. Un sondage réalisé par les enfants d'abord, indique que la majorité des jeunes sont en faveur de l'abaissement de l'âge du droit de vote, mais beaucoup ne le sont pas. Il est tout simplement difficile de contourner la subjectivité de la question. Ces défis ne sont pas nouveaux. Dans l'affaire Fitzgerald contre Alberta, le juge Lefsrud a fait des observations judicieuses qui, à mon avis, continuent d'éclairer le débat d'aujourd'hui. Avec votre indulgence, j'aimerais lire 3 paragraphes de son jugement. Puisqu'une restriction du droit de vote fondée sur l'âge est nécessaire, la seule question qui reste à examiner est de savoir si le fait de fixer l'âge à 18 ans plutôt qu'à 16, 17 ou un autre âge porte atteinte au droit de vote et au droit à l'égalité le moins possible. Étant donné que les individus mûrissent et se développent à des rythmes différents et que leur expérience de vie varie grandement, toute restriction raisonnable fondée sur l'âge va exclure certaines personnes qui pourraient voter de façon rationnelle et éclairée et inclure certaines personnes qui ne le peuvent pas. Le bon sens veut que fixer la restriction à 18 ans ne va pas plus loin que nécessaire pour atteindre l'objectif législatif. En général, les jeunes de 18 ans, en tant que groupe, ont terminé leurs études secondaires et commencent à prendre leurs propres décisions de vie. Ils doivent décider s'ils veulent poursuivre leurs études ou entrer dans la vie active. Cela coïncide souvent avec la décision de rester à la maison avec leurs parents ou de s'installer à leur compte. Il est logique qu'ils assument la responsabilité du vote en même temps qu'ils assument une plus grande responsabilité dans l'orientation de leur propre vie. L'expérience est une considération légitime dans l'évaluation d'une restriction du droit de vote. En outre, on peut supposer qu'à l'âge de 18 ans, la plupart des personnes auront suivi des cours de sciences sociales au secondaire, ce qui leur donnera des informations sur notre système politique et notre histoire en tant que nation. L'achèvement de ces cours donne à ces personnes des connaissances de base importantes pour un vote rationnel et informé. Je suis conscient que l'âge de 18 ans ne coïncide pas pour tous les individus avec l'obtention du diplôme de l'école secondaire. Certains obtiennent leur diplôme avant l'âge de 18 ans, d'autres atteignent l'âge de 18 ans après avoir obtenu leur diplôme, et d'autres encore n'obtiennent pas de diplôme du tout. Je suis également conscient que de nombreuses personnes sont obligées de faire des choix de vie difficiles, comme déménager loin de chez elles avant d'avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires. Cependant, comme indiqué ci-dessus, toute restriction fondée sur l'âge sera imparfaite dans son application et aucun autre âge ne correspond mieux à ce point de changement pertinent dans la vie d'une personne. En conséquence, je suis convaincu que 18 ans est l'âge approprié pour fixer la limite. Je tiens à souligner que cette décision a fait l'objet d'un appel ultérieur de la part des requérants et qu'en 2004, la Cour d'appel de l'Alberta a confirmé le jugement initial en déclarant ce qui suit. Après un examen approfondi des motifs du juge, nous ne trouvons aucune erreur et sommes en accord substantiel avec son analyse et sa décision. Chers collègues, à mon avis, il s'agit d'un excellent résumé des raisons pour lesquelles l'âge du droit de vote devrait rester à 18 ans, et il est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a 20 ans lorsqu'il a été écrit. En fait, depuis cette époque, la définition sociétale du moment où une personne devient un citoyen pleinement responsable s'est rapprochée de l'âge de 18 ans au lieu de s'en éloigner. Pendant près de 20 ans, après l'abaissement de l'âge du vote à 18 ans, les jeunes de 17 ans qui faisaient partie des Forces armées canadiennes étaient autorisés à voter. La Commission Lortie a noté que cette situation posait un problème en vertu de la Charte en déclarant que, et je cite, « Il s'agit d'une discrimination à l'égard des personnes de moins de 18 ans qui ne sont pas en service en tant que membres des Forces armées.
Il serait difficile de soutenir une telle discrimination en appliquant les critères identifiés à l'article 1 de la Charte. Compte tenu de cette incohérence, la question se pose de savoir si l'âge du vote devrait être abaissé à 17 ans pour tous nos concitoyens ou porté à 18 ans pour les membres des Forces armées afin d'assurer l'égalité devant la loi. Chers collègues, c'est ce dernier résultat qui a été obtenu. Le droit de vote des jeunes de 17 ans dans les Forces armées canadiennes a été supprimé dans les années 90 et ramené à 18 ans. Considérons également l'évolution des permis de conduire au Canada. Avant 1994, lorsque vous obteniez votre permis de conduire à l'âge de 16 ans, vous aviez immédiatement des privilèges de conduite sans restriction. En 1994, les provinces ont commencé à introduire des permis de conduire progressifs qui limitaient vos privilèges de conduite pour certaines périodes et sous réserve de tests supplémentaires. Au cours des 30 dernières années, les jeunes de 16 ans ont vu leur droit de conduire reculer et non avancer. En Ontario, ces restrictions de conduite renforcées ne sont pas entièrement levées avant l'âge de 20 ans. En Alberta, c'est 18 ans. De plus, comme je l'ai déjà mentionné, en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants, les jeunes de 16 et 17 ans sont traités différemment de ceux de 18 ans. Dans 3 provinces, l'âge minimum légal pour consommer de l'alcool est de 18 ans et dans les autres, il est de 19 ans. Dans la plupart des provinces, l'âge de la majorité est de 19 ans. Au niveau fédéral, il est de 18 ans. Partout où l'on regarde, les preuves indiquent que la société croit encore que ses citoyens atteignent la maturité vers l'âge de 18 ans. Chers collègues, comme je l'ai dit précédemment, cette décision n'est ni tranchée ni scientifique. Mais tout compte fait, je pense que nous avons déjà trouvé le bon compromis à l'âge de 18 ans et que cela est conforme au consensus sociétal concernant ce qui constitue l'âge adulte. Pour reprendre une phrase du juge Lefsrud, toute restriction fondée sur l'âge sera imparfaite dans son application. Mais aucun autre âge n'est plus proche du point de changement pertinent vers l'âge adulte dans la vie d'un individu. Par conséquent, je suis convaincu que 18 ans est l'âge approprié pour voter et que nous ne devrions pas l'abaisser davantage. Pour conclure, je voudrais attirer votre attention sur une autre considération. En tant que parlementaire nommé et non élu, je ne pense pas qu'un projet de loi visant à modifier l'âge légal du droit de vote doive émaner de cette Chambre. À mon avis, c'est la prérogative de la Chambre élue, pas de celle-ci. Je signale que le projet de loi C-210, qui est identique au projet de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui, fait actuellement l'objet d'une deuxième lecture à l'autre endroit. On peut donc se demander pourquoi nous utilisons le temps et les ressources précieuses du Sénat pour répéter ce qui est déjà en cours à l'autre endroit. Nous devrions attendre et permettre à l'autre endroit de rendre sa décision sur le projet de loi C-210. S'ils adoptent le projet de loi, il nous sera soumis pour examen. S'ils ne le font pas, nous aurons alors la décision que nous attendions. Collègues, normalement, je suis toujours favorable au renvoi des projets de loi en comité pour une étude plus approfondie. Toutefois, dans ce cas-ci, et pour les raisons que je viens de mentionner, je ne le peux pas et je ne le ferai pas. Merci.